Bonjour à tous, un grand plaisir de vous voir tous, sans masque surtout, enfin la plupart. Je suis Elias Ganem, je suis chez Capgemini, je m'occupe de l'intelligence de marché de Capgemini pour le secteur financier. Et en fait, notre rôle est d'observer ce qui se passe dans ce secteur qui est en plein chamboulement, matin, midi et soir. Et s'il y a un secteur qui est celui qui nous montre ce qui va se passer, c'est vraiment le secteur du paiement. C'est un secteur qui, en l'espace de quelques jours, de nouveaux produits naissent. Buy now, pay later. Tout le monde connaît aujourd'hui, il y a 6 mois on ne connaissait pas, tout simplement. Et aujourd'hui, celui qui n'a pas Buy Now Pay Later est un peu en décalage par rapport aux autres. Donc rapidement, je vais vous donner un aperçu du paiement. Si vous ne savez pas quoi faire de votre téléphone, vous allez le voir maintenant et après, sur le QR code, vous avez une surprise. Donc n'hésitez pas à le scanner rapidement. Et c'est trop tard. Et donc, pour commencer, aujourd'hui, le secteur du paiement est en pleine disruption. C'est un peu banal, c'est un peu cheesy, mais c'est réel. Premièrement, pourquoi? Parce que vous tous, depuis 2 ans, vous n'utilisez plus votre carte. Vous ne la sortez plus en tout cas. Elle est complètement intégrée dans votre vie. Pendant 2 ans, on a tout reçu chez nous. On était complètement dans ce mode wallet, dans ce mode expérience client. Et du coup, nos habitudes ont extrêmement changé. Et aujourd'hui, on est dans une grande discussion, est-ce qu'il y aura encore des cartes? Est-ce que vous allez sortir encore vos cartes de temps en temps? Ou est-ce qu'on les a intégrées au quotidien dans nos wallets? Mais d'un autre côté, eh bien, la transformation, non seulement du côté de la demande, mais aussi de la côté du supply, où tous les fournisseurs, tous les acteurs du paiement sont en mode stress, parce que ça coûte de plus en plus cher de protéger, faire la cybersécurité, parce que les taux sont bas, parce que les nouveaux acteurs arrivent en place. Et en fait, aujourd'hui, de plus en plus, les nouveaux acteurs sont en train d'être le leader dans le positionnement du paiement. Aujourd'hui, une banque qui fait du paiement, c'est une banque qui essaie de rattraper ce que font les acteurs de la nouvelle génération, commençant par PayPal, qui est un vieux maintenant, mais qui est toujours en marge, et en arrivant jusqu'à des Adyen ou des Stripe ou des Square. Du coup, on a aimé chez Capgemini essayer de positionner l'évolution du paiement. Et je vais vous raconter un peu votre vie sur les dernières années. Eh bien, au début du siècle, nous payions. Nous nous mettions dans la queue et nous attendions de faire la transaction. On sortait le chèque, on sortait du cash et on sortait de la carte. Et ça le faisait ou ça ne le faisait pas. Mais bon, c'est pas grave parce qu'on payait. Et en fait, ce qui s'est passé rapidement, c'est que la première chose qu'on a améliorée, ce qu'on a appelé le paiement 1.0, c'est l'accélération du paiement. Vous avez vu rendre compte que ça passait plus vite. Et après, on est passé dans la phase de payer plus facilement. On commençait à avoir des paiements de plus en plus différenciés. Le nombre de logos qui apparaissaient au niveau du point de vente commençait à être de plus en plus nombreux. Et surtout, on commençait à payer online. On sortait encore la carte et on payait online. Et à ce moment-là, on a eu toute la vague de PayPal et autres qui sont passés de je mets tous les chiffres de ma carte à je mets que mon email. Et petit à petit, je ne mettais plus mon email. Et donc, on est passé dans le Easy Pay et on est rentré récemment dans le complètement Invisible Pay, qu'on appelle le paiement 4.0, où notre paiement est dans notre wallet. Et en fait, on sort le téléphone beaucoup plus qu'on ne sort la carte. Et on pensait que le paiement 4.0 allait durer. Et on le voyait très bien, puisque tout se passait très bien il y a 2 ans. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Il s'est passé qu'on s'est retrouvés tous chez nous. Et du coup, en se retrouvant chez nous, pendant quelques jours, on a arrêté de consommer. Et puis, très vite, on a repris l'habitude. Et donc, on est passé dans ce qu'on a appelé, nous, aujourd'hui, le paiement 4.x. C'est le même paiement, mais avec l'expérience en plus. Et l'expérience, c'est je ne paye plus, enfin, je ne me rends plus compte que je paye. Je ne sais pas si vous arrive, mais moi, quand je prends un taxi, c'est le taxi qui me rappelle qu'il n'est pas un Uber, et non pas le contraire. Donc, j'oublie de payer quand je sors d'un taxi. Non pas que je ne veuille pas payer, mais je ne me rappelle plus. Parce qu'on est complètement dans l'expérience du quotidien et non pas dans l'expérience du paiement. Vous avez dû voir récemment un grand constructeur automobile sur son dashboard de la voiture a mis un bouton paiement. De telle façon que je peux parler en voiture en disant pour Paul à côté, préparez mon café, je passe le prendre et je le paye. Et juste en faisant ça, et du coup pour payer, j'appuie sur le bouton sur le volant et puis j'ai payé. Donc le paiement est devenu totalement intégré dans le quotidien du consommateur. Et pour faire ça, eh bien c'est très facile à dire, c'est très compliqué à faire. Donc voilà le schéma auquel on a pensé pour pouvoir le faire et pouvoir accompagner l'évolution du paiement, principalement autour des plateformes et autour de l'utilisation de la data au sens large. On aime bien vous inonder de chiffres.
regardez juste la dernière colonne, on est à 1000 milliards de transactions non cash en projection sur les prochaines années, quasiment 2000 milliards en fait. On est aux 1000 milliards maintenant, on arrive aux 2000 milliards en 2025, et l'Europe s'en sort pas mal. En fait, l'Europe commence et rattrape son retard. On a été leader, et puis après on a été un peu, comme tout leader, on s'est un peu reposé, et puis là on repart en voie, principalement drivé par le e-commerce. Si je regarde la même information sur la France s'en sort bien. La France en sort bien de nouveau. On a eu un coup de mou l'année dernière où la croissance a décéléré, mais là la croissance de nouveau reprend la main et on se retrouve dans des chiffres très intéressants de croissance du non-cash transactions. Donc si vous avez le moindre doute sur l'évolution du chèque, si quelqu'un vient vous dire en disant chèque.com, investissez, réfléchissez. Si quelqu'un vous dit cash.com, investissez, réfléchissez. Si quelqu'un vous dit paiement.com, je pense qu'il y a clairement les opportunités. Et pour reprendre ce que disait Maximilien, le secteur qui croît le plus, et on va le voir juste après, c'est le paiement dans les startups. Donc la France s'en sort bien, l'Europe s'en sort bien, l'Europe reprend. Et on a une très belle croissance en termes d'évolution du marché des non-cash transactions. L'Europe est un continent très particulier entre le Nord, qui est beaucoup plus carte de débit, le Sud, qui est beaucoup plus carte de crédit, et la France, ce village gaulois où on a encore des chèques. On est l'avant-dernier pays. Il y a 2 pays au monde qui ont des chèques, la France. Alors bien évidemment, tout le monde me dit les chèques, c'est pour pouvoir payer la sortie des enfants à l'école. C'est vrai. Il est grand temps que la maîtresse ait un wallet et qu'elle puisse le faire aussi pour qu'on n'ait plus à trimballer des chèques avec nous. Voilà l'écosystème du paiement des startups en France. Je reprends ce que disait Maximilien, ça va bien. Ça va très bien et ça va aller encore mieux parce qu'il y a une très belle dynamique qui a été commencée et c'est une lame de fond. Il ne faut surtout pas se dire ça va planter. En fait, j'ai beaucoup aimé le point de dire on met 20 ans pour faire une belle société. On peut faire plein de choses, des feux follets, des feux rapides, c'est rapide, mais construire quelque chose de solide, construire quelque chose de valable, ça met du temps et c'est en train de se faire. Passionnant de voir qu'en France, on commence à se rapprocher du milliard de levée de fonds. Alors on rame, et je trouve ça passionnant quand on dit la France a atteint 10 milliards de levées, ou je ne sais plus quel était le montant, et qu'on a fait un cocorico. C'est ce que fait les États-Unis par mois, nous on le fait sur 1 an, mais c'est bien. C'est déjà bien. Et on y arrive petit à petit et on croit. Et il faut continuer dans ce sens. Et enfin, il y a une dynamique. Et je pense que vous tous, vous êtes impliqués dans l'écosystème startup. Et il faut l'aider, il faut l'encourager, il faut le soutenir. Et il faut surtout dire aux codires des banques qu'elles n'ont pas été rentables sur les 10 premières années de leur existence. Chaque fois que je rencontre un banquier, il me dit « oui, mais elles ne sont pas rentables ». Et oui, elles ne sont pas rentables, mais aujourd'hui, la rentabilité n'est plus le principal KPI, ou n'est pas le principal KPI des startups. Au contraire, c'est la traction commerciale. C'est le nombre de consommateurs, c'est l'adoption. Et quand on regarde ce que fait Revolut, qui le fait très bien, Revolut et N26, ils ont eu cette première phase d'adoption. Ils sont maintenant en train de rentrer dans la phase de monétisation et je vous invite à regarder le Payment Report dans lequel on parle énormément de l'évolution du secteur et de comment les plateformes de paiement sont en train de devenir de plus en plus rentables. On parle beaucoup des nouveaux moyens de paiement et je voudrais faire un zoom avec vous sur les paiements qui pour nous marquent, qui font la différence, que vous voyez ici. Bien évidemment, Buy Now, Pay Later, les paiements invisibles, la biométrique et la crypto. Aujourd'hui, ce sont des sujets qui ne font plus partie de la science-fiction, mais qui sont des réalités. Et quand on voit l'adoption du Buy Now, Pay Later, dans un pays où on n'est pas forcément on n'est pas les précurseurs en termes d'adoption du nouveau, eh bien la France rattrape son retard. Et quand on regarde les chiffres, clairement aujourd'hui, l'adoption du Buy Now, Pay Later est là et va rester. Et de plus en plus va être présent. Donc si vous tous, que vous soyez dans le secteur traditionnel ou dans la nouvelle économie, Buy Now, Pay Later est un must-have. Alors Buy Now, Pay Later, ce n'est rien d'autre que du crédit conso, mais si ce n'est qu'il est facile, si ce n'est qu'il est basé sur l'expérience, si ce n'est qu'il est basé sur l'acte de vente au moment où j'achète, que ce soit online ou offline. Et sachant que le online a bondi, on parle de 20% de l'économie du retail en 2025 sur du online, ça veut dire que le Buy Now, Pay Later a de beaux jours devant lui. Les acteurs sont de plus en plus présents, si ce n'est qu'on ne voit pas beaucoup de banques qui le font. Et je vais revenir là-dessus juste après.
Et d'un autre côté, les crypto-monnaies, encore un sujet qui était extraterrestre il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, HSBC a acheté un terrain dans le Metaverse. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais ça claque. Donc, plusieurs banques achètent des espaces dans les Metaverse. Génial. Mais si elles le font, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Bon, sans aller jusqu'au Metaverse, les crypto-monnaies deviennent de plus en plus une réalité. Et l'adoption des crypto-monnaies est là. Et je pense que si je vous demandais de lever la main, qui a investi 1 euro en crypto-monnaie, je pense que vous seriez nombreux. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, faites-le, au moins pour apprendre ce que ça veut dire, parce que c'est intéressant de voir l'évolution de ce marché et l'évolution des marchés. J'étais récemment avec un banquier privé qui me disait qu'aujourd'hui, la clientèle privée demande d'être renseignée sur la crypto-monnaie. Et ce banquier privé a réuni tous ses relationship managers. Il a dit qui a acheté de la crypto-monnaie. Et il n'y en a qu'un seul qui a levé la main. Et il leur a dit, vous allez tous acheter 100 euros, 1000 euros, ce que vous voulez, mais achetez-le pour voir ce que c'est. Et je vous recommande de le faire aussi, et aussi de faire une transaction Buy Now, Pay Later. Buy Now, Pay Later est une réalité aujourd'hui et tout le monde s'y met. C'est passionnant de voir tout l'écosystème qui se bouge et que ce soit BNPP qui fait un partenariat avec Floa, ou qui rachète d'ailleurs, et qui se dit avec Casino, on va se lancer dans de nouvelles expériences. Wish, qui est le e-commerce de la nouvelle génération, qui travaille avec Klarna. Klarna qui était très connu dans le concept de financement et qui maintenant devient mais qui était beaucoup plus dans du B2B et qui devient maintenant de plus en plus un B2C. Et finalement, fabuleux, United, Bankable, Lift Forward, 3 startups, 3 scale-up qui se mettent ensemble et qui lancent un produit. Je serais particulièrement intéressé si on mettait un timing de go-to-market sur les 3. Je pense que ceux du bas ont déjà un X volume de chiffre d'affaires, alors que ceux du haut sont en train de signer le NDA. Mais mis à part ça, c'est la rapidité dans laquelle la nouvelle économie avance. Regardez à droite l'Europe. Et quand on regarde l'Europe aujourd'hui, où sont les acteurs des différents moyens de paiement? Et clairement, très peu de banques aujourd'hui ont du Buy Now, Pay Later at scale. Il y a énormément de pilotes, il y a énormément de communication, il y a énormément de discussions, mais monté à l'échelle, les banques sont encore dans du crédit conso traditionnel. Passez me voir, asseyez-vous, remplissez le formulaire 26 pages, et puis je reviendrai vers vous dans 3 semaines pour décider. Et la réactivité du marché est essentielle pour pouvoir s'adapter aux attentes du client, qui est dans un seul mot, instantané. Alors l'instantané peut être dangereux aussi, il ne faut pas le faire systématiquement, mais l'instantané est essentiel pour accompagner les consommateurs. Je vous emmène dans le nouveau monde des crypto-monnaies. L'adoption commence à arriver et c'est intéressant de voir que les Français investissent dans la crypto-monnaie. Beaucoup investissent dans une approche d'investissement et puis d'autres commencent. Hier, on était à un café et mon ami a sorti sa carte qui est basée sur la crypto-monnaie pour payer sa bière. C'est intéressant, l'évolution. Et on rigolait en disant peut-être qu'entre le moment où tu as payé et le moment où tu es sorti, ou ta bière t'a coûté une fortune, ou ta bière t'a été remboursée juste avec la fluctuation de la monnaie. Mais ça fait partie de l'écosystème. Et la nouvelle frontière, c'est ce qu'on appelle le CBDC, Central Bank Digital Currency. Je vous invite à y regarder, à commencer à vous y intéresser. C'est une nouvelle tendance qui va être de plus en plus réelle. Il y a 2 ans, la CBDC faisait partie de ces schémas un peu compliqués. Le Covid a extrêmement accéléré les CBDC et aujourd'hui, la Banque de France et toutes les banques centrales ont tout un programme CBDC dans une phase ou dans une autre de progression. Et donc, qu'elle soit drivée dans une approche retail, dans une approche hybride ou dans une approche wholesale, clairement la CBDC est la nouvelle tendance. Très intéressant de suivre ce qui se passe, hélas, actuellement en Ukraine et en fermant le SWIFT. Est-ce qu'on n'ouvre pas une porte, une opportunité pour ces acteurs de faire autre chose? En tout cas, les Central Bank Digital Currency sont une opportunité qu'il faut connaître. Et si vous construisez aujourd'hui un wallet, laissez une place pour pouvoir y mettre demain les CBDC. Et quand on parle de wallet, on ne peut pas ne pas parler de EPI, la grande opportunité que l'Europe est en train de construire. On adore cette opportunité, on pense qu'il y a énormément de choses à faire. Verra-t-elle le jour ou pas?
la question est encore ouverte, bien évidemment, puisqu'on est passé de 27 membres à 13 membres, on est passé d'une facture de X ou triple X à une facture de X, etc. Mais clairement, EPI est une excellente opportunité pour obtenir une souveraineté, pour pouvoir avoir un ensemble pan-européen où, en plus de l'euro, j'ai un wallet européen, et finalement, pour simplifier au maximum les paiements. Est-ce que EPI sera basé sur une carte? Est-ce que EPI sera basé sur un wallet? Est-ce qu'il sera basé sur les deux? En fait, tout est à discuter, tout est à évoluer, mais clairement, l'opportunité est colossale, et quand on met des chiffres derrière ça, c'est faramineux. L'Europe reste le marché économique le plus grand et le plus homogène en termes d'adoption des paiements, et donc EPI est une excellente opportunité qu'il faut soutenir. J'aimerais finir un peu en vous faisant un peu peur, en vous disant l'économie du paiement est une économie de moins en moins rentable. Et lorsqu'on a approché les banquiers dans le paiement à travers le monde, on leur a demandé où en êtes-vous en termes de rentabilité. Et 56% des banquiers commencent à avoir du mal à avoir un business rentable. La rentabilité dans le paiement, dans les paiements traditionnels, devient de plus en plus difficile. Les transaction fees et la location ne permettent plus de supporter les fees. Il est donc essentiel d'aller de l'avant. Et en fait, dans le rapport, nous donnons 3 idées sur comment avancer, que ce soit dans une approche de business, avec plusieurs exemples, que ce soit modifier le modèle opérationnel, ou finalement, que ce soit intégrer la technologie. Et la réponse n'est pas l'un ou l'autre, mais les 3. Et vous verrez que les exemples sont fabuleux, que ce soit ANZ en Australie, que ce soit DBS à Singapour. Eh bien, ces gens-là ont décidé ou de désinvestir, et donc ANZ a dit, moi, le paiement, ça ne m'intéresse plus, je vais le donner à je fais un spin-off de mon paiement. Ou DBS qui se dit, au contraire, je sais, j'ai des métiers fabuleux que je peux vendre à autres, et donc ils se lancent dans le paiement as a service. Et du coup, pour conclure, et je vous redonne le QR code que vous pouvez downloader, où en fait vous allez downloader, c'est exactement ce que je vous ai montré maintenant dans le rapport. 3 messages qu'on a voulu lancer dans ce rapport. Premièrement, il est essentiel d'adopter les nouvelles solutions de paiement. Il n'est plus question de ne pas les prendre parce que le consommateur les a complètement adoptés. Il faut travailler avec le régulateur. S'il y a un régulateur qui est extrêmement favorable à l'évolution des transactions, c'est vraiment toute la partie paiement. Et aujourd'hui, on est impressionné par le dynamisme que les régulateurs sont en train de mettre en place. Et finalement, il faut aller vite, il faut foncer vers le paiement 4.x. Je serai là toute la journée, plaisir pour vous en parler, et je vous remercie de votre attention. Bonne journée.